Mon nom est Gina Vallée. Avant, j'étais Gino. Donc, je suis en transition. J'ai travaillé dans les médias comme journaliste. Vous avez peut-être entendu ma voix vous annoncer des mauvaises nouvelles ou des bonnes nouvelles à la radio pendant les 10 dernières années. J'ai quitté le milieu de la radio pour vivre ma transition. Pourquoi je suis ici? Eh bien, c'est l'idée de Sophie Bouchard, une auteure qui a écrit un livre qui est tout à fait incroyable, qui, moi, m'a énormément touché avec ce que je vis. Et également, un autre auteur qui est David Ménard, qui est là également. Donc, deux auteurs qui traitent de sujets, évidemment, qui est la différence. Hein? La différence, c'est quoi, en fait, la différence? C'est, on a toujours l'impression hein, qu'on dit qu'on est à part des autres, mais tout le monde est différent, finalement. C'est ce qu'il faut comprendre dans tout ça. Donc, Sophie, on va débuter par toi. Bonjour. Comment ça va, Sophie? Ça va bien. Sophie... Je passe un très beau salon. Ben, écoute, c'est merveilleux. Il y a des gens qui sont là. Il y a beaucoup de gens. Le Salon du livre de Saguenay, c'est toujours une grande réunion. On dirait que le lac Saint-Jean, le Saguenay l'attendent toujours de pied ferme. D'accord. Bien d'accord avec toi. Sophie, parle-moi un peu de toi. Comment ça a commencé, ce désir d'écrire? Est-ce que c'est venu subitement ou... Ça a été quoi ton cheminement avant d'en venir à... Bien, mon désir d'écrire, c'est depuis toujours, je pense, dans le sens que j'ai commencé à écrire très jeune par la poésie d'enfants qui essayait de comprendre le monde, surtout les injustices, parce que je suis une personne qui du milieu social aussi. Oui. Donc, j'ai une formation d'intervenante sociale, comprendre l'humain, comprendre la société, comprendre les enjeux qui nous tracassent c'est ça, dans le monde et chez nous. Donc, c'est ça. J'ai toujours écrit. J'ai commencé ma belle aventure en 2008 avec La Peuplade, en publiant avec eux dans les tout débuts. Donc, après ça, c'est ça, avec Cookie, Les Bouteilles, puis maintenant Jeanne. J'écris toujours des personnages... je vais dans le cœur. Moi, je suis une personne qui s'imprègne beaucoup de ce que les gens vivent, beaucoup comment dire, c'est ça, de leurs émotions. Je vais dans le cœur, donc c'est sûr que mes personnages sont toujours décortiqués psychologiquement fois 1000. C'est ce que j'ai vu dans ta démarche littéraire lorsque j'ai lu Jeanne. On aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. On va en parler de Jeanne. Ça m'a touché beaucoup. J'en ai presque pleuré à certains moments, certains passages dans le livre. David Ménard, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Merci Bienvenue. de m'accueillir. Ben, ça fait plaisir. Bienvenue au Salon du Livre. Merci, c'est ma première fois ici. Ben, première fois, mais écoute... Je suis très content. Persuadé, je suis certaine que ça ne sera pas la dernière. Oui. Un peu comme je l'ai fait avec Sophie, ton parcours avant d'en venir à l'écriture. Raconte-nous un peu qui est David Ménard. David Ménard est franco-ontarien. Je viens d'Alexandria. Ça paraît pas? Non. Ça paraît pas du tout? Non. Alors, je viens d'Alexandria, en Ontario. Okay. Et puis, j'ai grandi là-bas. J'ai fait mes études à l'Université d'Ottawa en lettres françaises, en création littéraire. Oui. Et puis, j'ai publié un premier roman en 2011 aux éditions L'Interligne qui s'appelle « Nous aurons vécu, nous non plus ». Et ensuite, un recueil de poésie en 2011 qui s'appelle Neuvaine. Et puis, tout récemment, il y a eu L'autre ciel. Oui. Ouais. Et puis moi, mon écriture, ça me vient de ma grand-mère. Moi, quand j'étais jeune, je voyais ma grand-mère écrire dans des journaux intimes, puis je voulais faire comme elle. Oui. Donc, elle m'inspirait, et puis j'avais envie de faire comme elle. Ouais. Très intéressant. D'ailleurs, j'adore ton écriture. Merci. Tu utilises des métaphores qui sont tellement... signifient énormément. J'adore beaucoup ton style d'écriture. On aura l'occasion de parler un petit peu plus de ton ouvrage. Jeanne, Sophie Bouchard, parle-nous de Jeanne. Comment Jeanne est arrivée dans ton esprit? Comment Jeanne est arrivée dans ma vie? Mais en fait, elle est arrivée... comme ça, avec l'arrivée d'une amie dans ma vie.
Parce OK. que une amie que j'ai connue en homme, Oui. puis qui, du jour au lendemain, nous a fait l'annonce que, en fait, par l'entremise d'une lettre, nous a fait l'annonce que la prochaine fois qu'on allait la rencontrer, la voir, ben ça allait être une femme. Donc, Un choc? oui, C'est totalement un oui, choc. c'est un choc, oui. Il n'y avait pas de signe avant-coureur. Non, jamais. Rien. Jamais rien. Ben moi, je m'estinais, tu sais, je suis quand même une féministe affirmée, Oui. puis je m'estinais avec lui parce que il était complètement macho. Donc, oui, vraiment, tu sais, c'était comme c'est un personnage plus gros que nature, là. T'as Donc, pensé à moi des fois? Oui? ben, tu sais, on veut se convaincre, là. Ben oui, totalement. Donc, c'est ça. Fait que... puis, en fait, moi, j'ai décidé, tu sais, quand j'ai lu la lettre, je l'ai appelée tout de suite. J'ai dit, moi, je suis là pour toi. Je reste dans ta vie. Tu sais, tu pourras pas te débarrasser de moi comme ça. Puis, mais en même temps, tu sais, il va falloir que tu me supportes dans le sens que va falloir que parce que je vais être vraiment gossante là, je vais te poser des questions, je vais me tromper, je vais sûrement faire des gaffes puis à un moment donné ben tu sais au fil du temps à un moment donné j'ai demandé de j'ai dit tu sais si à un moment donné ça vire en livre, tu sais tu vas-tu comme être vraiment frustré contre moi? OK. Puis tu sais, c'est pas sa vie, c'est pas sa biographie. C'est romancé, là, faut s'entendre. Oui, c'est très, très, très Une œuvre de romancé. fiction, une œuvre de fiction. Oui, c'est vrai. Oui, c'est de la fiction, vraiment. Puis tu sais, c'est des tonnes et des tonnes de femmes que j'ai, tu sais, dans le sens que j'ai rencontré sûrement 25 femmes qui ont fait une transition d'homme à femme là, pour arriver à Jeanne. Donc, des histoires, j'en ai, tu sais, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres parce que, tu sais, ils vivent tellement de, tu sais, chaque femme vive, tu sais, tellement des situations différentes, heureuses et malheureuses. Donc, voilà. Moi, lorsque j'ai lu ce livre-là, Jeanne, il y a des moments où, je l'ai dit tout à l'heure, je me suis mis à pleurer parce que je suis en pleine transition. Il y a plein de choses qui se passent dans ma tête. Lorsqu'on est en transition, premièrement, bien, il y a les autres, hein? On a peur du regard des autres. Moi, je me suis exilé à Montréal il y a de ça quelques temps parce que je voulais m'affirmer. C'est la première fois que je m'habille avec des vêtements féminins et je suis dans ma région, chez moi. J'avais la patate qui battait. Et Jeanne, je me suis reconnue dans ton personnage dans plusieurs passages. Au début, Jeanne, elle est mariée, elle parle de son mariage qui va pas très, très bien, elle a des enfants, elle est très maternelle, Oui. alors vraiment. que sa femme ne semble pas du tout aimer ses enfants. Non. En fait, ben, tu sais, Jeanne est beaucoup plus maternelle que sa femme, oui, vraiment. Dans le sens que, comment dire, elle voulait avoir des enfants depuis très longtemps, dû convaincre Doris, parce que Doris était plus une femme très carriériste, elle est assez dure comme personnage. Oui, totalement, c'est ce que j'ai remarqué. Se ramollit au fil d'histoire, tu sais, disons, s'adoucit. Peut-être pas se ramollit, mais s'adoucit un peu, une chance. On pourrait faire des mauvais jeux de mots, mais on le fera pas. Oui. Mais c'est ça. Mais oui, Jeanne veut pas, ben, tu sais, Jeanne s'est mariée dans le sens que parce que elle devait se marier, parce que la société demande à un homme de se marier, d'avoir des enfants, surtout que, tu sais, Jeanne, on suppose qu'elle doit être rendue dans la 45-50 ans, je sais pas, mais tu sais. Un peu ma génération. Oui, mais tu sais, donc, la transition était déjà complexe et... On devine, lorsqu'elle raconte son enfance avec ses sœurs qui la prenaient pour une Barbie, on sent déjà là, qu'elle est différente. Oui. À un moment donné, tout le monde dit qu'elle est étrange. Oui, ben oui. Que Jean est étrange. Oui, parce que Jean, tu sais, Jeanne petite, donc Jean est un enfant de village. Oui. Donc, enfant de village veut dire, ben moi, je suis une fille de village aussi, donc
Quand on vit dans un village, on regarde les gens qui nous regardent Tout le à monde travers se les connaît. rideaux pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, on connaît ça un peu, d'être observé. Moi, j'aimerais donc- qu'on parle du prénom. Donc, c'était Jeanne. En fait, c'était Jean, c'est devenu Jeanne. Toi, dans ton cas, c'était Gino, Gina. Gina. Est-ce qu'il y a une logique là-dedans? Ou est-ce qu'il y a eu d'autres options? Est-ce qu'il y avait d'autres options pour te nommer? C'était moins compliqué, changer le O pour un A. Oui, c'est ça. vraiment. Mais Les- ça aurait les pu étapes être autre sont longues. chose. Ouais, ben c'est ça. Puis au niveau de tout ce qui est légal, l'identité, ça va être beaucoup plus facile. Donc, je voulais pas avoir un nom qui est totalement différent. D'accord. Certaines trans vont carrément changer leur nom parce qu'elles passent à une autre vie. Moi, dans mon cas, je dois dire, un peu comme Jean, je garde mes amis. C'est moi, sauf en femme. Ouais. Et Jean est comme ça aussi. Jean reste quand même profondément la même personne Oui. lorsqu'il est femme. Oui. C'est ce point-là Oui. que je voulais amener. Oui, Jeanne reste pareil. C'est plus l'entourage, le choc de l'entourage de est-ce que j'accepte, est-ce que je continue, est-ce que tu sais, c'est plus l'entourage qui a tu sais Jeanne a eu passe à travers des épreuves incroyables vraiment. pour naître à soi, Ouais. pour être elle-même, pour en venir à se dire oui. Mais en fait, ce qu'on comprend, c'est que si Jeanne ne se choisit pas, ben elle va mourir, tout Totalement. simplement. Tu sais. Donc, elle est prête à perdre sa mère, sa femme, ses enfants, sa famille, ses amis, sa job. Elle serait prête à tout perdre, tu sais, pour devenir, puis se choisir à elle-même une fois pour toutes. Parce que, tu sais, on veut pas, oui, tu sais, tantôt tu parlais que Jean était étrange, mais petite, Jeanne Petite, était oui. déjà Jeanne. Tu sais, Oui, c'est- exactement. tu sais, C'est ça qui est beau aussi. oui, vraiment. Tu sais, c'est de naissance, en Ouais. fait. On Donc, c'est on ça ne qu'on... décide pas. On ne le décide pas. Voilà. On l'est. Moi, je l'ai ignoré pendant 39 ans. Trop Ouais. longtemps. Voilà. Trop longtemps. Si on parle de l'autre ciel, Oui. on entre dans un univers qui est totalement différent. On parle des travailleurs du sexe, on Oui. parle de la prostitution. C'est un sujet, David, qui est pas facile à aborder. Du tout, oui. Comment t'en es venu Ça a à... été très bien fait, d'ailleurs. Ouais. Très Merci. bien fait. Écoute, avec des métaphores qui sont tellement belles. J'aime beaucoup ton style d'écriture. Comment tu t'y es pris pour vraiment aborder la question? Est-ce que tu as parlé à des femmes qui travaillaient dans le sexe, dans l'industrie du sexe? Oui, j'ai consulté une personne en particulier, oui. Je peux pas Dans la révéler son prostitution. nom, là, mais oui, dans la prostitution. Oui. Donc, ton personnage, Marie-Madeleine, elle a besoin d'argent. Elle a besoin d'argent, elle a besoin d'amasser une somme pour faire ce qu'elle a toujours voulu faire, c'est-à-dire devenir femme. Oui. Et ça passe par des clients. Oui, et c'est quand même... parfois, c'est pas cru, mais parfois, c'est très C'est difficile. dur. On ressent toute la douleur qu'elle a et tout ce qu'elle doit faire, tous les sacrifices qu'elle doit faire. C'est triste. Oui, effectivement, oui. Et je crois que ce n'est pas la seule. Je crois qu'il y a plusieurs femmes qui sont passées par là aussi. Et puis, elle a tellement besoin de se faire autre, de se métamorphoser, d'être transformée, d'être elle, qu'il n'y a rien qui peut la dissuader de son désir de se faire autre. Mais moi, j'ai trouvé, en lisant L'autre ciel, Marie-Madeleine et Jeanne, je trouvais qu'il y avait vraiment... des ressemblances? Oui, il y avait Ouais. des ressemblances de caractère, tu sais, ben, une détermination. Déjà, Ouais. la détermination était très marquée, là. Oui, Puis, ben, tu sais, tu commences les premières lignes, c'est vraiment naître à soi, Oui. tu sais, arriver à soi. Donc, tu sais, puis dans ton livre et dans Jeanne, il y a, on dirait que c'est une longue traversée. absolument. Mais moi, c'est un chemin de croix. Oui, Oui. c'est ça, en plus. Et- Donc, on sent le voyage, puis c'est vraiment magnifique. Justement, j'ai adoré ça, le fait d'y aller par station. En fait, il y en a 14. Oui, exactement.
Et à chaque fois, il y a toujours une évolution et on pense toujours que Colin, elle a atteint le fond, mais non, il y a Non. encore quelque chose. Il y a encore quelque Toujours. chose. Où tu vas puiser ça, tout ça? Ben moi, j'ai été servant de messe de l'année pendant 2 années consécutives quand j'étais jeune. OK? Et puis, c'est vraiment resté près de moi. Tout le discours religieux est resté vraiment près de moi. C'est ancré à l'intérieur de moi. Puis ma grand-mère, elle pensait que j'étais pour faire un prêtre. Puis j'ai été souvent à l'église. Puis mon éducation religieuse à l'école primaire était vraiment complète. Alors, c'est quelque chose qui est resté avec moi, puis j'avais envie de me réapproprier mon héritage religieux. Ça n'a peut-être pas nécessairement à voir avec les valeurs qui m'ont été transmises à l'époque, mais je trouve qu'il y a quelque chose de beau là-dedans, dans le discours religieux. Je trouve que la Bible, c'est un bijou de littérature, Ouais. qu'on soit croyant ou non. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose à faire avec ça. Puis le chemin de croix, je ne sais pas si vous avez déjà fait un chemin de croix, mais le but ultime du chemin de croix, c'est la renaissance, c'est le renouveau, c'est la Ouais, résurrection. j'aime ça. Alors moi, j'ai une question pour Ouais. toi. Est-ce que tu te sens comme si tu vivais un renouveau, une renaissance, une résurrection? Oui, totalement. Totalement. C'est une libération, hein? Parce que avant de faire mon coming out, j'avais l'impression de vivre à contre-courant. C'est fatigant. C'est épuisant. Contre soi-même aussi, sûrement. On doit se faire violence, pratiquement. Absolument. Et on a l'impression de vivre une double vie. Ouais. Ça, c'est malsain. C'est Ouais. très, très malsain. Et d'ailleurs, Jeanne en a une double vie aussi. Là. Puis ça, Oui. c'est pas facile. Une double vie de sous-sol. Oui. Donc, tu sais, ces années à se métamorphoser puis à s'habiller en femme, ben, Tu le dis. on comprend qu'à l'adolescence, elle prend une pause pour Oui. devenir. Je pense que c'est plus à l'adolescence, en fait, que elle décide, OK, de se convaincre, je suis un gars, puis tu sais, C'est comme moi, c'est ça. Puis là, tu sais, tu continues à vivre, tu essaies de faire le chemin, tu sais, le chemin, la ligne droite, là, tu sais. Ouais. Comme n'importe, tu sais, dans le sens que, tu sais, des fois, il y a des moments dans la vie, là, que tu essaies de te dire, OK, je vais étudier là-dedans, puis je vais faire mon bac, ma maîtrise, mon doctorat, puis là, tu veux comme avoir un chemin, comme tracé parfait dans la vie, mais, tu sais, ben là, tu sais, Jeanne, elle, c'était au niveau identitaire, tu sais. À un moment donné, tu te convaincs. Je suis un homme. Un homme, ça agit de même. Puis un homme, ça fait ça. Fait que c'est ça que je vais faire, tu sais. Faut se fondre dans un moule qui n'est pas C'est nécessairement fait pour nous. Là. Oui. Puis, tu sais, les moules, tu sais, Dieu sait que des moules, tu sais, dans notre société, on est tous dans des petites cases. Donc, quand tu débordes la case, c'est pas nécessairement dérange. facile. Ouais. Ça Oui, dérange. ça dérange beaucoup, c'est sûr. Totalement. David, est-ce que tu considères que ton livre peut aider des gens qui vivent la même situation? J'espère que oui. J'espère Ouais. vraiment que oui. Comme j'ai dit, c'est un livre sur la transformation, sur la métamorphose, sur la quête de l'altérité. Et je crois qu'à l'intérieur de nous, qu'on soit trans ou non, on est tous à la quête d'une meilleure version de soi-même. Oui. Et je pense que ça parle à tout le monde. Parce que je compare vos livres à des loupes pour se rapprocher de ces gens-là, pour vivre leur quotidien. C'est presque du voyeurisme Ah oui. à un certain moment. J'ai l'impression d'être voyeur, mais c'est ça qu'il faut. Faut entrer dans leur univers, faut le comprendre. Oui. Faut Ben, savoir ce que ces gens-là C'est vivent. des livres qui vont faire une trace aussi, puis un chemin pour, tu sais, il y a quelques années, plusieurs années, l'homosexualité était un tabou à pas nommer, à pas Oui. parler. La transsexualité, on en entend parler de plus en plus. Puis je pense que il faut en entendre encore plus parler Absolument. pour que tu sais, ça soit juste normal une réalité normale je sais pas. Je suis tellement d'accord avec toi, Sophie. On est en 2017. Les choses ont énormément changé. Il y a des émissions de télé-réalité sur les transgenres. On a fait un pas de géant. Maintenant, des gens extraordinaires, des auteurs extraordinaires comme vous, prennent leur plume et racontent ce que ces gens-là ressentent. Moi, je ne peux pas faire autrement qu'être encouragé par ce qui va se passer dans 5, 10, 15 ans. Dans ton cas, est-ce que tu penses que ton livre va aider des personnes qui hésitent encore
à faire leur coming out, à sortir du garde-robe une fois pour toutes? Ben moi, j'ai beaucoup... ben c'est sûr que en publiant Jeanne, je savais pas dans quoi. Quand je publie un livre, on dirait que je suis tout le temps... Je suis une personne très naïve dans la vie. C'est un de une de mes caractéristiques. Ça peut être une qualité dans un Oui, certain vraiment. sens Je aussi, pense ça que peut oui, aider. ça m'amène ça m'amène à me dépasser, tu sais, dans le sens que à pas avoir de préjugés en partant, puis à me lancer dans des projets. Puis tu sais, Jeanne, Jeanne, j'ai beaucoup de témoignages. Tu sais, je me rends compte que quand je présente Jeanne, quand je vais dans des salons, quand je vais dans des événements, je rencontre des gens, puis, tu sais, je vais rencontrer des femmes qui font la transition de femme à homme ou des hommes à femmes, puis ils vont me dire, je sais pas comment t'as fait. Je sais pas comment t'as fait, toi, tu sais, qui est cisgenre, qui a pas de problème identitaire et tout, d'avoir écrit d'avoir écrit un livre aussi près de notre réalité. On dirait que c'est ma vie. Souvent, Ouais. je me fais dire ça, tu sais. Ouais. On dirait que c'est la vie d'un tel ou d'une telle. Puis je me fais aussi... ce que j'aime aussi beaucoup, c'est des gens qui disent ben ma sœur est en pleine transition ou mon beau-frère ou mon ami. Puis là, ben, tu sais, ça m'aide. Tu sais, ton roman m'a aidé à comprendre ce qu'il y a dans sa tête, ce qu'il y a dans le cœur. Tu sais, c'est sûr que je me trompe encore de il à elle. Tu sais, je vais me tromper encore longtemps, mais tu sais, au moins, tu sais, juste là, juste de comprendre le cœur, tu sais, au cœur, c'est toute l'émotion puis toute la guerre entre l'homme, la femme, entre les conventions, entre tout, tu sais. Fait que je pense que j'espère que ça va faire des petits. Moi, je dois te le dire, ton livre, ça a été un coup de cœur pour moi. Je pense que je vais même le relire encore. David, comment on se sent lorsqu'on a mis le point, on a écrit la dernière phrase de notre livre, on dit c'est terminé. Quand on écrit un livre aussi profond que le tien peut l'être, le sujet est vraiment très délicat. Comment est-ce qu'on se sent après? Il doit y avoir un cheminement intérieur quand même. Oui, bien, il y a de la fierté, il y a un sentiment d'accomplissement, ça c'est certain, mais il y a aussi de la peur, parce qu'on se dit, qu'est-ce que les gens vont dire de ça? Est-ce que je peux présenter un projet comme ça aux gens? Comment les gens vont réagir? La communauté. La communauté, Est-ce que oui, est-ce que je vais être exactement. imposteur? Parce que... Là, c'est vraiment le syndrome Oui. de l'imposteur. Oui, parce que, à quelque part, c'est pas notre combat personnel, ni à toi, ni à moi. Moi, j'avais peur que les gens, les personnes trans viennent me voir et me dire, mais de quoi tu parles? Ouais. Pour qui te prends-tu pour parler de ça si ça ne te regarde pas? Moi, j'avais vraiment peur de ça. Peut-être que tu peux me répondre là-dessus. Moi, je dois te dire, de la première à la dernière page, je vivais avec Marie-Madeleine. Je sentais ses douleurs. Je comprenais toutes les actions qu'elle posait. Je dis, ouais, je comprends tellement. C'est tout à fait juste. Tes mots merci. sont justes. Ça me touche. que tu C'est dises bien ça. balancé. Je pense que les gens qui veulent en apprendre davantage sur ce que peuvent vivre les personnes transgenres vont très certainement, dans ton roman, comprendre que c'est pas facile. C'est vraiment pas évident. Sophie, une fois que Jeanne t'a fini de l'écrire, comment tu t'es sentie? Comment je me suis sentie? Ben moi, quand je finis un roman en général, j'ai hâte de le donner. Oui. Ouais, j'ai hâte de le donner parce que souvent, j'ai déjà commencé une autre histoire. Parce que, en fait, je commence toujours une autre histoire avant de donner mon manuscrit pour être capable de me détacher puis de travailler dessus, que le texte m'appartienne plus, qu'il appartienne aux lecteurs, au public, aux critiques, puis dans toute la machine que le livre va... pour pas être trop émotive. Parce que Ouais. c'est sûr que Jeanne, ayant accompagné mon amie dans toute sa transition en écrivant Jeanne, en ayant aussi, comme je disais tantôt, interviewé, rencontré. Moi, je dis tout le temps, je faisais des soupers un peu Jeannette Bertrand avec une Ouais. fondue. Là. OK. Puis on jasait, puis là, je leur disais, je vais vous parler vraiment, là, je vais vous poser vraiment des questions hyper intimes. Là.
Ouais. sur l'opération, sur tu sais, des relations sexuelles, sur, tu sais, sur tout. Là. Fait que j'allais vraiment profond. Fait que autant on faisait des blagues pipi-caca, mais autant on faisait comme on allait vraiment comme dans des sujets qui faisaient brailler. Fait que, tu sais, fait que oui, il a fallu quand même que je me détache de Jeanne, mais c'est pas pour rien que mes 2 premiers romans, ça m'a pris, tu sais, je les ai écrits en 1 an parce que je suis un peu boulimique au niveau de l'écriture. J'écris tout le temps, mais puis, tu sais, c'est ça. Mais Jeanne, ça m'a pris 5 ans, tu sais. 5 ans? Parce que j'étais jamais satisfaite, parce que je voulais que la recherche soit fidèle, parce que, ben J'avais ce même sentiment-là. imposteur. Tu sais, Ça m'a c'est pris vrai. 3 ans. Ça m'a- Ouais, Oui. C'est ça, j'avais tellement peur d'être à côté de la plaque que je voulais comme avoir toujours, OK, tu sais, oui, mais quand t'as vécu ça, toi, c'était quoi ton émotion, c'était quoi la démarche, Anna? Puis après ça, je demandais l'avis d'une autre, puis d'une autre, pour avoir un peu, tu sais, c'est ça, pour voir vraiment la réalité de chacune, parce que, tu sais, veux pas, une personne, une histoire, personne n'est pareil. David, comment, comment ont été les réactions lorsque ton livre a été publié? Est-ce que tu as eu des mauvaises réactions? Est-ce que tu en as eu des bonnes? Est-ce que les commentaires, ça ressemblait à quoi? J'en ai pas eu beaucoup encore parce que le livre est sorti cette semaine. Donc, mais les réactions que j'ai eues à mon lancement, c'était des très belles réactions. Lorsque j'ai fait la lecture, les gens étaient très, très émus. Les gens, et c'était pas nécessairement des personnes trans qui sont venues me voir, mais ils m'ont dit, moi, j'ai toujours voulu changer, j'ai toujours voulu atteindre la meilleure version de moi-même, j'ai toujours voulu être autre, comme Marie-Madeleine. Alors, je crois que j'ai réussi à aller, à mettre le doigt sur quelque chose, sur le désir qu'on a tous de changer, de se transformer, de devenir autre. Ouais. Des projets qui sont dans votre tête ou là, bien, évidemment, vos ouvrages, c'est quand même beaucoup de travail. Est-ce que vous avez déjà des projets respectivement, Sophie? Est-ce qu'il y a d'autres projets qui s'en viennent? Oui, d'autres projets. Toujours des histoires qui viennent se coller à moi, c'est sûr. Mais là, c'est comme trop flou encore. Ouais. Mais oui, j'écris toujours. J'ai 2 personnages qui, présentement, gravitent tout le temps autour de moi pour me parler fort. Donc, on va voir ce que ça va donner. David, si tu avais un mot pour décrire ton roman, ça serait quoi le mot? C'est vraiment dur comme question, mon Dieu. Un mot? Génial. Non, je dirais métamorphose, oui, vraiment. Altérité, oui. 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 Et toi? Oh non, pas moi. Oui, aussi. toi. C'est sur un mot. Bon, on parle à des auteurs. Je peux-tu demander un ricochet au public ou... Je sais comme... Oui. Il y a quelqu'un qui va intervenir. Ah oui. Pour moi, c'est genre la courte échelle, donc la kiosque 12. La courte échelle, la mèche et à l'étage. Moi, c'est le kiosque 3, le kiosque de poésie. C'est à l'entrée. Mon mot, c'est quoi? Courage. Ah oui, oui. OK. Donc, mon mot pour Jeanne, c'est courage. Parce que c'est des personnes extrêmement courageuses. Ça, il faut vraiment le souligner. Oui. Oui. Ben, moi, je suis d'accord avec vous. Oui, ça prend du courage, mais notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Oui. C'est pas les autres. C'est nous on se met des barrières. Et c'est ça, c'est de les faire tomber, ces barrières-là. Ce que j'aime dans vos livres, c'est que ça me donne du courage. Vous m'avez donné énormément d'énergie. Et puis, je vais essayer de ne pas brailler, mais c'est des livres dans lesquels je me sentais impliqué. Je dois vous le dire, en toute honnêteté, je ne suis pas la plus grande lectrice sur Terre. J'ai lu des bulletins de nouvelles, ça c'est clair, mais de lire un roman, je n'ai jamais été du genre à ouvrir un livre et de le lire. Mais je n'ai pas été capable de m'arrêter pour vos livres à vous. C'est vraiment des ouvrages qui m'ont touché. Je vous lève mon chapeau d'avoir abordé ces sujets-là et surtout
d'éveiller les gens, de les éduquer, de démontrer aux gens que finalement, la différence, ça fait partie de la vie. Tout le monde est différent, finalement. Voilà. Oui, C'est un oui. Tout à fait. merci. C'est des beaux Merci. compliments que tu nous fais. Ben, j'invite les gens, trans ou pas trans, les gens qui sont en questionnement ou pas, à lire vos livres parce que moi, j'ai vraiment été touché. Je vous félicite. Ça a vraiment été un coup de cœur. Vous êtes Merci. pour moi une source d'inspiration de par votre écriture. C'est vraiment merveilleux. Merci. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, bienvenue à la scène Promotion Saguenay. Je suis Marie-Danielle Roy et je vous invite à vous joindre à nous pour la prochaine demi-heure puisque j'ai l'occasion et le privilège de discuter avec deux auteurs de La Peuplade, non seulement auteurs, mais aussi coéditrices, fondatrices des éditions La Peuplade. Alors, je vous présente Mylène Bouchard. Mylène Bouchard, vous la connaissez sans doute, on la voit un peu partout. Elle est très active dans le monde de la littérature régionale et ça dépasse beaucoup les frontières. Alors, Mylène, qui vient nous présenter L'imparfaite amitié. Un autre roman, on a connu d'elle La garçonnière. Il y a eu aussi Ciel, mon mari. Un essai aussi que vous avez publié chez Nota Bene. Et Mathieu Villeneuve, qui est une recrue, un tout nouveau premier roman, Borrelium Tremens. Mathieu, qui est en maîtrise encore, qui travaille avec Samuel Archibald, c'est votre directeur, et qui, lors de son bac, a écrit... Vous avez une bourse aussi, Mathieu, pour ce qui est de une bourse première ovation pour l'écriture de son livre. Alors... Ces deux livres qui sont publiés dans une même collection. Alors, peut-être commencer par Mylène, L'imparfaite amitié. Vous dédiez votre livre à vos amis. Oui. I-A-S. Et je veux simplement vous lire la page de garde. Je trouve ça vraiment intéressant. Je suis celle qui voit et qui crée. Il revient aux personnages que j'imagine, qui naissent avec leurs propres paradoxes, leurs égarements, leurs imperfections, de vivre et de ressentir ce que j'écris. Ce sont de vrais humains de fiction. D'où est venue l'idée de cette phrase, de voir vos personnages comme des vrais humains, Mylène Bouchard? En fait, ouais, j'ai voulu écrire une petite mise en garde, là, si on peut dire, de manière à un peu orienter la lecture dans cette voie-là pour montrer que, dans le fond, les personnages sont des êtres autonomes, qu'ils ont leur propre personnalité, justement. Et on a souvent le réflexe, comme lecteur, de tout de suite relier le personnage à l'auteur, mais dans ce cas-ci, justement, il est question de présenter un personnage qui s'appelle Amanda Penneau, donc qui est aussi un lieu en soi. Donc, le personnage prend beaucoup de place dans ce roman-là. Donc, j'ai travaillé beaucoup la figure du personnage et je suis allée à la rencontre de ce personnage-là, en quelque sorte, justement, pour lui donner des qualités, mais aussi des défauts, puis justement, mettre l'accent sur l'imperfection qu'on vit tous aussi en tant qu'humains. Donc, c'est dans le titre, là, c'est L'imparfaite amitié. Donc, pour moi, c'est ça. J'avais envie de mettre vraiment cette idée-là de l'avant, là, dès l'entrée du livre. C'est un peu une crise existentielle que vit votre personnage. C'est une femme qui arrive à un certain âge, qui a des adolescents, qui prend des décisions sur sa vie personnelle, sa vie de couple, qui se pose beaucoup, beaucoup de questions. Est-ce que... à partir de ce questionnement-là, parce que, bon, si vous voulez, peut-être, on va résumer, c'est Amanda qui veut livrer à sa fille Sabina un peu, qui fait le récit de sa vie, qui veut la mettre en garde, lui donner des conseils. Donc, ça passe à travers des lettres, des comptes rendus de voyage, etc., etc. Et ça se passe aussi... c'est des allers-retours entre Prague, le Québec, le Mexique, Cannes, Venise. On visite beaucoup grâce à vous. Pourquoi vous avez décidé de le faire, justement, des allers-retours, non seulement de lieu, mais aussi de temps? Qu'est-ce que ça apportait à votre histoire, selon vous?
Ben c'était important de faire le chemin, vraiment de tracer le parcours du personnage. J'avais en tête justement sa jeunesse qui était très, très claire pour moi, qui était très importante, comme vraiment sa genèse de toute sa vie amoureuse, puis de comment elle a construit ses relations tout au long de sa vie aussi. C'est ça. Donc, on est comme dans une boîte qu'elle lègue à sa fille, d'une certaine manière, de son vivant. C'est vraiment la mère qui veut dire des choses à sa fille en passant par autre chose que la parole, là, justement. Puis oui, Amanda est une femme de 48 ans qui est comme dans un tournant de sa vie puis qui manque un peu de courage pour prendre des décisions, qui fait un pacte avec elle-même, là. Ça, c'est quelque chose qui est important aussi dans le livre, là. Donc, qui met un peu son destin entre les mains de la vie, de qu'est-ce qui peut arriver. Oui, d'où ça vous est venu, cette idée-là? Parce que vous faites référence à... Vous êtes dans une galerie d'art, le personnage voit une œuvre, une gravure, et elle se dit « Ah, je l'aime, cette gravure-là, je l'aime, mais je ne veux pas la posséder. » Mais aussitôt que cette gravure-là aura preneur, elle sera vendue, là, ça déclenchera un processus, un changement de vie. D'où ça vous est venu, cette idée-là de laisser votre destin entre la main d'étrangers? Bien, ça partait de d'une réflexion autour du désir, donc, et de la consommation du désir, là, finalement. Donc, pour moi, ça a été j'ai voulu rendre concrète cette réflexion-là en passant par le lieu, la galerie d'art, donc un nouveau lieu d'art qui s'ouvre à Prague, où Amanda vit. Puis elle, justement, c'est une amoureuse de l'art, c'est une femme de culture et tout. Donc là, elle attend vraiment de pied ferme l'ouverture de cette galerie-là. Puis, c'est ça, voilà, en elle-même se dit que elle peut faire coïncider l'ouverture de cette galerie-là avec un moment de sa vie qu'elle voit important, qu'elle veut voir, elle veut voir se dénouer quelque chose aussi. Donc, c'est ça, elle se dit, je vais choisir une œuvre et je vais la désirer sans jamais l'acquérir, finalement. Donc, c'est une métaphore aussi de comment, justement, de comment on vit nos relations, de comment on les... comment on possède des choses, est-ce qu'on peut posséder les gens, c'est toute cette réflexion-là, donc, qui est déployée, là. Et le galeriste, c'est un personnage qui était apparu dans La Garçonnière, je me trompe pas, le Hubert. Donc, c'est un Québécois qui se retrouve lui aussi à Prague. Oui. Pourquoi cette intertextualité-là? Hubert s'exile à la fin de La Garçonnière. Donc, on apprend qu'il ouvre une galerie d'art, mais j'avais pas développé ce côté-là, là, vraiment cet aspect-là du roman. Puis quand, moi, justement, j'avais l'idée du tableau, tout ça, puis ça me prenait une galerie d'art. Je me demandais, où c'est que ça pourrait se passer? Au début, c'était New York, tout ça. Puis à un moment donné, j'ai dit, non, le lieu, il existe déjà. Puis c'est Hubert, le galeriste. Puis j'étais vraiment contente de reprendre le personnage d'Hubert, vraiment, parce que c'est un écrivain aussi. Donc, il me permet de parler d'écriture aussi, de parler de création littéraire à travers le propos même du roman. Là, mais... Donc, c'est ça. Il fallait pas chercher plus loin, là, finalement. Mais Mathieu Villeneuve, vous aussi, dans votre livre, il est question d'écriture. C'est une mise en abîme et... Parfois, c'est l'écrivain qui parle d'un écrivain qui écrit un livre, mais non seulement il écrit un livre, mais il écrit Borealium Tremens. C'est le même titre. Pourquoi vous avez joué justement dans cette mise en abîme-là? Qu'est-ce que vous vouliez... Où est-ce que vous vouliez aller avec ce pan-là de l'histoire? Il n'y a pas que ça, quand même. Bien, comme le dirait mon ami Paul Cavzac, qui est aussi mon éditeur maintenant, le roman, c'est un genre qui parle toujours de lui-même d'une certaine manière. Alors, dans mon cas, j'ai décidé d'y aller à fond puis de vraiment aller jusqu'au bout. En fait, pour être plus exact, il y a un roman dans un roman dans un roman. Donc, il y a cette grande bibliothèque à la fin du roman où tous les livres de l'histoire de l'humanité sont entassés. Donc, on ne sait pas d'où vient cette bibliothèque. Elle vient sûrement du futur. Et donc, il y a des pans de grottes préhistoriques, des palimpsestes anciens, des relations des Jésuites perdus. Alors, Borealium Tremens, c'est seulement une de ces œuvres-là qui se retrouve dans cet endroit mystérieux.
Mais un peu comme Mylène le fait dans L'imparfaite amitié, vous aussi, vous faites des allers-retours dans le passé, même dans le futur. Vous faites des changements de lieu aussi. Qu'est-ce que ça apporte à la dynamique de votre livre? Pour moi, le temps, c'est pas seulement le présent, évidemment. Là, l'instant présent qu'il faut vivre tous les jours, c'est un peu minimaliste, c'est ça, mais c'est plus que ça aussi. Pour moi, le temps se rejoint dans une triple temporalité, donc présent, passé et futur. Tout converge dans un univers régionaliste complètement délirant. Là, c'est Borealium Tremens. Alors pour moi, 1666, le chapitre, est aussi important que le chapitre de 2066, que la toute fin avec cette espèce de manoir perdu sur les monts Valin, ce manoir mystérieux où le temps cyclique revient constamment, où les glaciers côtoient les plages ancestrales et ces roches venues d'un autre temps. Là. Alors pour moi, tout ça se rejoint très facilement. Oui, J'ajouterais que, comme écrivain, ce qui est intéressant avec la notion du temps, c'est qu'on a le pouvoir de rajeunir nos personnages ou de, tu sais, justement, de faire des bonds dans le temps démesurés ou je ne sais trop. Donc, la vie n'est pas linéaire dans la fiction. C'est ça qui est quand même intéressant, quand même. Ouais. Oui, parce que des fois, ceci explique cela. Des fois, on comprend, le passé explique souvent le présent. Et je pense que c'est une trame de fond dans votre livre parce que, bon, vous venez d'évoquer les 666. Vous faites beaucoup... il y a le carcajou, le diable. Il y a beaucoup de mots d'église, des cierges et les villes, les villages, et Saint-Christophe, Saint-ci, Saint-ça. Pourquoi vous avez donné cet aspect religieux tout au long de votre livre? Moi, je trouve je trouve qu'une grande perte dans la littérature québécoise, c'est la perte du côté religieux. Moi, je suis un des seuls à le dire. C'est la première fois que je le dis devant un micro. Ce que j'aime, moi, dans le roman de la Terre, au fond, c'est le côté religieux qui me rappelle mes grandes-tantes, mes arrière-grandes-tantes qui étaient missionnaires ou bien qui étaient plus récemment des sœurs ou bien mon arrière-arrière-arrière-grand-père dont le frère était un jésuite mort à Laval-des-Rapides dans un canot Rabasca. Pour moi, c'est cet arrière-plan religieux-là qui est vraiment important. Donc, les diableries, les bondieuseries, cette espèce de carnaval, de Mardi Gras constant qui est là dans mon roman, dans une grande satire régionaliste. Pour moi, c'est vraiment essentiel. Puis, dans le deuxième livre, il y aura encore plus de religion, mais toujours avec cette touche d'humour, ce deuxième degré-là, évidemment, qu'il faut garder en tête. Et ça commence, votre livre, Borealium Tremens, par le déluge de 1996. Et vous allez aussi beaucoup dans l'histoire de la région, les légendes. Ça m'a un peu étonné, vu votre âge, que vous vous intéressiez au terroir, au retour à la terre. Est-ce que ce sont des convictions qui sont personnelles également? Est-ce que ça vient de vous, vraiment? Ah, c'est drôle qu'on en parle. Alors, pour tous ceux qui seraient intéressés, il y a 4 lots et demi à Sainte-Monique qui vont être en héritage peut-être là, dans quelques décennies, 10, 15 ans, 20 ans, 25 ans peut-être. Donc, il y aura besoin d'un preneur. Dans ma famille, il n'y a personne pour l'instant qui va être prêt à prendre ces terres-là. Et j'en parlais avec Léo, qui était à la soirée de poésie ou à la microbrasserie du Lac hier. Et Léo étudie au cégep de Saint-Félicien, c'est un poète. Puis, je lui ai dit, si tu veux qu'on fonde un éco-village ensemble, tu vas devoir devenir un poète fermier, en fait. Donc, tu dois d'abord publier un livre. Et ensuite, tu peux te mettre au travail de la terre. Donc, ce sera une sorte de projet résidence d'écriture, permaculture, avec un musée, aussi un musée familial. Donc, c'est un peu le projet que je vois se profiler. Est-ce que je le réaliserai? J'espère que ce serait possible. Vraiment, là, Sainte-Monique de Honfleur, Saint-Christophe, dans mon roman, est un endroit où il y a peu de gentrification, où les terres sont encore accessibles, où les taxes ne sont pas démesurées, où la terre est encore un endroit où il fait bon de vivre. C'est un rêve que je chéris toujours, oui. Votre personnage principal, David Gagnon, justement, s'exile. Il est parti très, très loin. Et, c'est la mort de son grand-oncle qui le ramène. Il voit le testament. Il hérite d'une maison brûlée qu'il veut reconstruire, qu'il veut rebâtir. Est-ce que c'est là, peut-être, une façon une image, une analogie que vous voulez faire à reconstruire la Terre? Vous êtes vraiment pour le retour à la Terre. Qu'est-ce qui vous intéresse tant dans vos racines, dans le terroir? Pourquoi vous voulez redonner tant vie à cette époque-là et vraiment de revenir là, à la base?
Ah, ça, c'est une excellente question. Merci beaucoup. C'est très gentil, Marie-Danielle. Pourquoi le terroir? Je pense que le terroir a beaucoup de choses à offrir. C'est une littérature qui est méconnue maintenant, qui a été annihilée, en quelque sorte, oblitérée par la Révolution tranquille, par le modernisme québécois, pour le mieux, évidemment. Mais je crois que cette littérature-là doit être relue avec un nouveau regard. Albert Laberge, par exemple. Il y aura d'ailleurs cet hiver Lasquin, un remake de Gabriel Marcou-Chabot qui va apparaître à la Peuplade. J'ai vraiment hâte de lire ça. Mais le terroir, plus profondément, ça revient à très, très loin. La maison brûlée, la maison de mon roman, elle a été incendiée en 1990, l'année de ma naissance, et j'étais dans mon siège de bébé, dans la voiture, au moment où l'incendie prenait forme, finalement. Alors, peut-être qu'il faudrait faire une étude psychanalytique de mon roman, puis voir qu'est-ce qui se passe avec ça, parce que le feu de la maison, le feu des terres, le feu des forêts m'a toujours intéressé, puis ça devient une sorte de leitmotiv peut-être dans mon écriture. Et donc le terroir, il faut le faire revivre, il faut rebâtir les maisons, il faut cultiver la terre à nouveau. C'est une conviction que j'ai dans le monde dans lequel on vit en ce moment. C'est une force tranquille qui mérite d'être activée. Parce que vous faites aussi référence souvent à Maria Chapdelaine. Je sais que vous avez peut-être préféré Marie Calumet, là, selon ce que j'ai lu, mais il y a beaucoup de références à Maria Chapdelaine. Le fait aussi que vous avez utilisé un anagramme là, pour votre personnage de Liana, qui, elle aussi, a le choix, comme Maria Chapdelaine a eu le choix entre trois hommes. Pourquoi vous intéressez tant à ce roman-là? Puis vous faites référence à d'autres romans aussi, Le Survenant, entre autres. Encore une fois, c'est un attachement à la ruralité parce que, à l'époque de Louis Aymon, on relatait la vie du moment. Mais qu'est-ce qui vous intéresse tant dans ce genre de roman-là? Pour moi, Maria Chapdelaine, c'est le plus grand roman de l'histoire de la littérature québécoise. Étrangement, c'est écrit par un Breton, un Français. Mais ce qui est le plus important pour moi avec Maria Chapdelaine, c'est que ça se déroule à Péribonka, tout près de Sainte-Monique-de-Honfleur, d'où viennent mes ancêtres. Et, pour ceux qui le savent, là, je me répète, mais le mythe familial raconte que Louis Aymon, donc le grand écrivain breton, a fréquenté mes arrière-grands-parents français qui demeuraient à Sainte-Monique. Alors, la légende raconte que Louis Aymon... en fait, aurait même vécu un certain temps à la maison de mes ancêtres sur le chemin des Eaux-Mortes. Elle a été bâtie en 1909. Louis Aymon a publié Maria Chapdelaine en 1913. C'était les seuls Français du coin. Et ma théorie personnelle, en relisant Maria Chapdelaine, en fait, c'est que Louis Aymon, en posant le premier chapitre, c'est le chapitre où Maria Chapdelaine retourne vers chez elle. Elle longe la rivière Péribonka avec les chevaux, la traîne et le chariot. Et elle remonte, donc elle dépasse le hameau de Sainte-Monique. Il y avait seulement 6 ou 7 maisons à l'époque. Il remonte plus loin en amont de Chute-Savane, où se trouve la maison historiquement. Alors, j'ai même l'impression, moi, en lisant Maria Chapdelaine, que ce premier 16 par 20 de bois équarri à la main est en fait la première mouture de la maison du chemin des Eaux-Mortes où je voudrais faire mon éco-village. Alors, pour moi, tout est relié vraiment, là. Donc, une légende familiale, plus ou moins vérifiée, des rêves, une terre, donc tout est là. Êtes-vous une réincarnation de vos ancêtres? Peut-être, mais étrangement, Boréal Tremène, c'est sorti juste après le décès d'Alain Gagnon, qui est un grand écrivain québécois. Et pour moi, Alain, c'est quelqu'un d'important. Puis je considère que c'est une sorte de drôle de moment. Moi, j'arrive sur la scène au moment où Alain nous quitte. J'espère qu'il est là au ciel puis qu'il me protège là, dans ma carrière. J'aimerais bien ça. D'ailleurs, il va falloir surveiller un film de Sébastien Pilote qui va justement offrir une interprétation de Maria Chapdelaine là, dans ses prochains projets. Ça devrait être assez intéressant. C'est certainement surveillé. Et vous, Mylène Bouchard, quand vous avez reçu le manuscrit de votre protégé, de Mathieu... Oui, c'est ça. Comment vous l'avez... Est-ce que vous avez été surprise de voir justement ces thèmes ruraux et pour un jeune écrivain qui se remémore et qui se retrempe dans cette époque-là? Oui, quand même surprise et vraiment impressionnée là, par le talent de Mathieu, là, qui est si jeune et si déterminé. Et en fait, moi, ce qui m'a le plus étonnée, c'est à quel point j'étais dans ce livre-là. Je me trouvais
dans ce décor-là, parce que je suis native de Saint-Henri-de-Taillon, donc du Lac-Saint-Jean, puis je reconnaissais tout, tu sais, comme quand on est sur la pointe Taillon, quand on... tu sais, toute l'histoire des orignaux qu'on frappe en char. Je veux dire, tu sais, mon père a été le maire du village à Saint-Henri-de-Taillon, c'est un bouchard. Puis là, j'y écrivais, je lisais le manuscrit, puis j'étais comme... C'est incroyable, là, c'est vraiment bon. Je suis rendue au tiers, puis là, je continuais, puis là, j'écrivais. Il y a donc bien des bouchards dans ce maudit roman-là, puis, tu sais, c'est ça, puis je lui ai dit, tu sais, c'est comme un match parfait, là. Comme j'étais la personne pour diriger, pour éditer ce roman-là, là, au Québec. Il n'y en avait pas deux, là. C'est vraiment... puis c'est vraiment un premier roman très, très... Je pense qui va s'inscrire dans la littérature aussi québécoise. Là. Donc, oui, vraiment, c'est à lire et c'est sûr que je le conseille à tout le monde. Absolument. Même si on n'est pas un bouchard, on peut le lire. On peut, oui, merci. Je l'ai lu, moi, la preuve. Alors... on parle de Bouchard, on parle justement de la mairie, parce que quand David Gagnon veut revenir, pourtant, ce sont ses terres et tout ça, les gens sont pas vraiment accueillants. Bon, mais même le maire, excusez-moi, Mme Bouchard, mais il n'est pas vraiment tellement gentil. Hein? Et il y a toute une sorte... on parle presque de xénophobie, même si la personne est originaire du Lac-Saint-Jean. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que c'est un peu une transposition avec ce qu'on vit présentement avec les étrangers? Il n'y a aucun standing là-dedans. Non, je crois qu'en fait, c'est plus un héritage des guerres de clochers ancestrales. Donc, mon personnage, David Gagnon, est né à Chicoutimi, cette métropole culturelle, historique, où vivaient tous les prêtres et les sœurs, hein, donc depuis le début de la colonisation en 1842. Donc, c'est ça, c'est plutôt une xénophobie envers les Saguenayens qui sont de l'autre bord du cran de roche de la Rouche. Puis, donc, ce cran de roche-là qui fait la frontière géomorphologique entre le Saguenay et le Lac-Saint-Jean. Moi, je suis à moitié bleuet, à moitié saguenayen. Donc, pour moi, c'est la même chose, c'est la Sagamie. Votre mère est du Lac-Saint-Jean, Ma mère est du Lac, mon père est du Saguenay, c'est ça. Mais pour moi, c'est la même grande famille. C'est le royaume du Saguenay, la Sagamie, c'est tout ça. Alors, cette xénophobie-là, elle est littéraire, elle est romancée en quelque sorte, parce que moi, quand je vais à Sainte-Monique, je suis très bien accueilli. J'ai pris une bonne brosse au presbytère, d'ailleurs, il y a 2 ans, à ma fête, c'était vraiment super, là. On m'a bien accueilli, puis moi, je suis toujours bien là-bas. Alors, non, la xénophobie, je pense qu'elle n'est pas là dans mon roman, sauf comme une méthode, finalement, pour rendre mon personnage encore plus fou, pour qu'il délire encore plus. C'est la menace que peut-être il peut personnifier, la menace d'amener autre chose, de vouloir rebâtir. Et aussi, bon, il y a toujours question d'argent, de terrain, là, même avec la parenté. Là, cette guerre de clochers-là, pourquoi vous avez trouvé ça important de la placer dans votre roman, ce genre de... Parce que, bon, c'est toute une histoire de famille aussi, parce que même avec son frère, bon, la blonde, ça a été l'ex-blonde. Alors, il y a tout un jeu là, de relations humaines assez important, quand même. Oui, donc tout ça, c'est grâce à Jean Tremblay, le maire de Ville de Saguenay. Parce que le personnage de Jules Tremblay dans mon roman, le personnage du maire de Ville de Saguenay, veut faire fusionner le Saguenay et le Lac-Saint-Jean pour faire une seule grande ville, un seul compte de taxes, une nation. Et d'ailleurs, Robert Bob Bouchard, le maire de mon village fictif, est un cousin lointain de la fesse gauche de Jules Tremblay. Alors, ces personnages de maire-là veulent contrôler un peu, complotent en secret dans cet imaginaire que j'ai développé. Mais oui, c'est ça, au fond... Jules Tremblay, mon personnage, personnifie ça, si on veut. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils veulent faire dynamiter le cran de roche de la roche, pour qu'il n'y ait plus de roche, pour que ce soit juste des champs à perte de vue, puis qu'il n'y ait plus de frontières géomorphologiques. Un beau projet. En parlant de Tremblay, il y a un capitaine Tremblay dans votre histoire, Mylène. Bon, ça commence, on voit un bateau, ça se passe à l'île aux Coudres, et la journée qu'on fait brûler, bon, un bateau de bois qui est désuet, qui ne sera plus utilisé. Alors, c'est la journée que Amanda vient au monde parce que le bateau s'appelle Amanda.
Et on décide d'appeler la fille Amanda aussi. Mais ça, toute cette histoire-là, ça vous vient parce que vous êtes cinéphile et vous avez, à un moment donné, vu le documentaire de Pierre Perrault, Les voitures d'eau. Et ça a été vraiment le déclencheur de cette atmosphère? Oui, ça a été vraiment l'image. C'est vraiment l'image originelle là, qui porte toute la métaphore autour de l'amour qui s'est développée. Donc, le personnage prend la forme d'une goélette, là, finalement. Donc, ça reflète à la fois la solidité et la fragilité aussi, l'usure du temps. C'est ça. Donc, oui, le documentaire de Pierre Perrault, Les voitures d'eau, j'ai écouté ça. J'étais vraiment fascinée, là, d'abord par l'histoire de l'île aux Coudes, donc là où il y avait la construction des bateaux et là où il y avait justement les navigateurs. Si t'es pas navigateur, t'es peut-être à l'atelier, t'es menuisier, tu travailles à construire les bateaux, puis on les voit dans leur langue, dans leur le plus grand naturel du monde. C'est vraiment, vraiment beau. Puis ça a été le travail de documentation de Perrault, là. C'était sa mission de montrer, de garder ça dans notre histoire. Et donc, la construction des bateaux a disparu à un moment donné. Il y a tout un changement qui a eu lieu sur l'île aux Coudes, un changement dans l'économie. C'est très, très important. Ça touche tout le monde. Et à la fin du documentaire, il y a justement, on met le feu à l'Amanda. C'est pas l'Amanda Transport qui brûle dans le documentaire réellement. Là, c'est un autre bateau. Mais moi, j'ai utilisé l'image. Là, mais justement, on voit dans le film le bateau brûler sur l'eau, qui va brûler pendant des heures. Puis il y a toute l'île qui est là. T'sais, tout le monde est là, les capitaines sont là, puis tout le monde est vraiment ému parce que c'est 25-30 ans de navigation qui est en train de s'envoler en fumée. Puis c'est tout. C'est à chaque année le travail de réparation. Donc, on navigue toute une saison, puis en novembre, on rentre les bateaux. Puis pendant l'hiver, il faut étouper, il faut réparer ce qui est brisé, il faut changer les planches, les planches usées. Les hommes sont là, ils sont nus-mains presque, là, dans l'hiver québécois, en train de travailler dehors. Tout ça, c'est vraiment fascinant. Puis c'est de là qu'on vient. C'est de là qu'on vient. Yvon Rivard, l'écrivain québécois, Yvon Rivard parle, lui, de l'héritage de la pauvreté. Donc, on peut le voir d'une manière très, très connotée. Là, ça nous dérange un peu, cette expression-là, mais dans le fond, ça dit qu'il faut toujours se souvenir de comment nos ancêtres ont vécu, dans quelles conditions ils vivaient, puis qu'est-ce qu'ils devaient développer pour survivre, là, finalement. Donc, tu sais, comment conserver les aliments, comment fabriquer un outil pour réparer quelque chose parce qu'il n'y en a pas d'outil, comment... Tout ça, c'était un savoir-faire, puis on vient de là. Donc, voir qu'est-ce qu'on a perdu, qu'est-ce qu'on a gardé, etc. Donc, il y a un peu aussi de tout ça. Donc, c'est un roman sur l'héritage aussi. Merci beaucoup, Mylène Bouchard. Merci beaucoup, Mathieu Villeneuve. Merci. On les applaudit. Merci beaucoup, tout le monde, d'avoir assisté.